Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans l'OM Talking Geneva. Je suis très heureux de vous retrouver cette semaine, une fois de plus, pour parler de l'Olympique de Marseille, notre club fétiche à tous. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et Twitter, sur la page OM Fan Club Genève, bien sûr. Allez, pour m'accompagner, l'équipe du Talk, ils sont tous là, ils sont en forme, vous les connaissez tous. Salut Raph. Salut Rafi, salut tout le monde. Salut Flo. Salut à tous. Salut Chris. Salut, un peu crevé aujourd'hui parce que j'avais ma petite histoire, mon spectacle hier. Mais d'ailleurs, j'avais presque dit, oh, je vais pas venir. Et en fait, quand j'ai appris qui était l'invité, puis celle-là, même en mode zombie, je viens. On va y venir à l'invité. Juste avant l'invité, c'est Richard, la star Salut. genevoise marseillaise. Salut Richard. En force, toujours. En force toujours, Chris nous parlait d'un invité. Alors que vous dire de cet invité? Il en avait déjà eu la chance d'avoir sa venue la saison dernière. Il nous fait le plaisir et l'honneur de revenir cette saison. C'est un peu comme le baromètre du mercato. Voilà, quand il y avait une signature qui était officielle, il était là, il était présent. C'était la validation d'un transfert officiel. Vous le connaissez tous, c'est un très très grand supporter de l'Olympique de Marseille. Je veux parler de Titi, bien sûr. Salut Titi. Bonsoir à tous, enchanté d'être avec vous encore ce soir et puis un plaisir de dialoguer avec nos amis suisses. Et oui, les amis suisses, c'est un ami aussi de Marseille. Et ça nous fait vraiment plaisir que tu sois là une fois de plus cette saison. On va avoir ton point de vue, ton sentiment un peu sur tout ce qui se passe sur le terrain ces dernières semaines. Alors, en première partie d'émission, on va revenir bien sûr sur la victoire contre Clermont-Ferrand 1-0. Et puis, dans une seconde partie, on évoquera le match contre la Lazio-Drome en Europa League. Allez, tout de suite, débrief du match, victoire 1-0 de l'Olympique de Marseille. Alors, ce match 1-0, je ne sais pas à quoi ça vous a fait penser, messieurs. On était dans un petit stade qui était à guichet fermé, une grosse ambiance, peut-être 8-9 000 personnes. Ça nous a un peu rappelé, Raph, j'ai envie de te dire, ça nous a un peu rappelé les ambiances de Coupe de France, un peu des matchs pièges avec une équipe qui supporte à fond le petit poussé. Clermont-Ferrand, c'est un peu le petit poussé même de la Ligue 1, j'ai envie de te dire, qui a sorti quand même, qui a sorti un match pas mauvais. Il y avait une pluie battante et tout. L'OM a réussi à se sortir de ce piège. Qu'est-ce que tu vas retenir, toi? Tu vas retenir la victoire ou peut-être que tu vas te dire, bon, on aurait pu marquer un ou deux buts de plus. Il y a un petit manque offensif sur ce match. Tu sais, hier, quand on était donc au bar avec tous ceux avec ceux de l'OM Fan Club Genève, on s'est dit, on a vu les joueurs rentrer avec ce stade un peu qui est assez petit, avec la pluie vraiment forte, le terrain qui n'était pas en état super, qui n'était pas en super état. Et là, on s'est dit, alors soit si on gagne, ce sera à l'arraché, parce que ça sent le match en 32e de finale de Coupe de France quand tu prends un petit pousset et que l'équipe en face fait le match de sa vie. Donc moi, ce que j'ai envie de retenir, c'est aussi la victoire, parce que ces matchs-là, certes, il n'y a pas eu la manière, mais il faut les gagner, ces matchs-là. Ça reste 3 points comme face à Paris ou une autre équipe. Et du coup, il faut les prendre. Et du coup, on a été bien inspiré de les prendre hier soir. Ouais, c'était un peu un match style à la Carquefou, Chris. On aurait pu avoir peur d'une mauvaise surprise au final. Oui, enfin, ils sont quand même un tout petit peu meilleurs que Carquefou quand même. Pour tout le respect que j'ai pour Carquefou, c'est comme une très belle équipe, clairement. Qui nous avait battu. Oui, en plus avec un super entraîneur. Donc, moi, ce que j'ai retenu, c'est... Alors, j'ai pas l'habitude de trop parler de l'arbitrage, mais j'étais très énervé par l'arbitrage vraiment très maison, on va dire, qu'a subi l'OM. Avec une ribambelle de cartons jaunes, des fautes vraiment évidentes, pas sifflées. Moi, ça commence à bien faire, en fait, que dès que nous, en fait, on commence à jouer un jeu un peu léché, un peu technique, avec de bonnes relations techniques avec notre milieu de terrain, qu'à chaque fois, on se retrouve dans cette situation où il n'y a rien qui est sifflé. Et puis, voilà, forcément, je veux dire, quand tu as le jeu autant haché, qu'on se fait casser en deux, qu'il n'y a rien qui vient en termes de faute, petit à petit, tu perds un peu les pédales. C'est typiquement le genre de match que tu peux perdre à la fin. Ok. Alors, Titi, toi, tu retiens quoi? La victoire ou peut-être qu'on aurait pu faire mieux face à cette équipe? Tu as eu quelques craintes parfois, que Paul Lopez nous a sauvé une ou deux situations également. Non, ce que je retiens, c'est que du positif, puisque c'est une semaine où on a validé
le point du match nul contre Paris et le point récolté contre Nice en milieu de semaine. Donc, ça fait une semaine à 5 points. Donc, pour le classement, c'est très, très positif. Et puis après, malgré qu'on n'ait pas fait une grande prestation, puisque on jouait chez le Petit Pousset, c'était un temps de Toussaint, comme c'était la Toussaint hier, avec de la pluie, des conditions climatiques très, très compliquées. Eh bien, il faut savoir se contenter de ces 3 points et puis pas de demander beaucoup plus en ce moment à cet effectif qui jouait à peu près ce 5e ou 6e match en 14 jours. Donc, il faut savoir se contenter de cette victoire. Parce qu'à la fin de la saison, on ne se rappellera plus de la manière qu'on a mis sur le terrain à Clermont. Et oui, et puis comme tu dis, il faut se contenter de cette victoire. Et puis, il me semble qu'on était sur 8 matchs, toutes compétitions confondues, sans victoire. Sans victoire, Alors, voilà. Alors, Chris, tu voulais ajouter? Ouais, juste rajouter quand même que le but de Cengiz Zunder, franchement, très beau but. Il faut le mettre, hein. Il faut vraiment le mettre. Je vous invite à essayer, ceux qui touchent un peu la balle, d'essayer de faire pareil dimanche. Vous verrez, c'est pas facile. Alors, justement, c'est bien, Chris, tu me fais une passe D parce que tout à l'heure, tu m'as parlé de l'arbitrage et là, tu me parles du but d'Under. Je trouve que quand l'arbitrage est mauvais contre l'OM, on est tous là à crier. Mais hier soir, il faut dire aussi que l'arbitre a été pas mal clément parce que le but de Wunder, il y a certains une faute au départ. Non, il n'y avait pas faute. Mais il y a certains arbitres qui auraient sifflé faute. Parce oui, il y a peut-être des arbitres qui auraient sifflé faute. Voilà. Exactement ce que je veux dire. Et il ne faut pas oublier cette action à la fin où, dans le bar, quand il y a eu la main de Balerdi, on s'est tous regardés en mode il y a pénalty, c'est un scandale s'il ne le siffle pas. Et là, l'arbitre ne le siffle pas. Donc, oui, il y a eu ces petits trucs où il n'a pas mis de carton jaune. Mais enfin, moi, je trouve que l'arbitre a fait un assez bon match. Quand il faut taper dessus, moi, je suis le premier. Mais quand il faut un bon match, il faut aussi le dire. Alors justement, Raph, tu nous parles de Balerdi. Balerdi était titulaire hier soir avec Conrad, avec Dieng. Sampaoli avait décidé de faire un petit peu de rotation, de turnover dans son effectif. Qu'est-ce que tu as pensé, toi, Flo, de cette rotation qu'il a amenée est-ce qu'il y a un joueur qui t'a marqué, en tout cas, sur ce match? Il fallait la faire. Très clairement, on voyait qu'il y avait certains joueurs qui étaient à bout physiquement. Même sur ce match-là, tu vois que Guendouzi, il est bon, hein, c'est vrai. Mais que là, physiquement, il tient, mais c'est limite encore. Il va falloir peut-être le reposer dans 1 ou 2 matchs. Il y a pas un joueur à retenir parce que finalement, les 3 que tu cites, ils n'ont pas fait un super bon match. Du moins, Balerdi, c'est un scandale, comme il a dit Raph, qui est pas penalty. Conrad, à part simuler ou se jeter sur le point dans la zone, enfin pour avoir un penalty, il n'a rien fait. Enfin, pour moi, c'est bien, mais il va falloir qu'il augmente un peu son volume de jeu, qu'il change sa manière de jouer, en fait, tout simplement, qu'il fasse autre chose. Under, il est resté sur la même chose au début de saison. Il a varié son jeu. Il arrive à faire autre chose. Et là, Conrad, il doit faire pareil s'il veut prétendre à une place de titulaire. Ok. Alors, Richard, il y avait un de tes chouchous qui était titulaire hier soir d'entrée de jeu, Dieng. Est-ce que lui ou un autre des joueurs, des nouveaux titulaires, entre guillemets, qu'il y a eu hier soir, t'a convaincu? Et qu'est-ce que tu as pensé un peu du turnover de Roger Sampaoli? Il faut notifier que Gerson, depuis 2 matchs, il commence à monter en puissance. Et ça, c'est intéressant pour l'OM parce qu'on a besoin de lui et on a besoin aussi qu'il nous permette d'amortir les 25 millions qu'on a investis sur lui. Concernant Bamba, je suis un peu déçu, bien sûr, parce qu'il avait marqué ses buts et j'aurais voulu qu'il reste sur sa lancée. Apparemment, c'est un petit peu difficile pour lui, mais je suis sûr que ça va monter en puissance. Hier, j'ai mon acolyte de l'œil de Richard qui me disait que tout simplement, il faudrait le prêter. Et je ne suis pas d'accord avec lui parce qu'on peut très bien le faire monter en puissance. Et quand je vois le rendement de La Fuente, franchement, je me dis que Bamba, il peut rester à côté de Milic sans problème avec Payet derrière et qu'il en mettra d'autres. Donc, j'ai encore confiance en lui, même si je suis un peu déçu sur ses dernières prestations.
j'ai encore confiance en Bamba. Concernant De La Fuente, il y a du potentiel. Il y a du potentiel et je ne vois pas pourquoi il ne continuerait pas à jouer sa carte. Mais ça commence à devenir un petit peu inquiétant. Et bon, il faut qu'il travaille. Et voilà, je ne vois pas pourquoi on prêterait plus Dieng que lui, dans la mesure où il n'est pas du tout performant. De La Fuente. Voilà, je ne comprends toujours pas pourquoi on ne donne pas plus de temps de jeu à Enrique qui avait fait ses performances de passes décisives auparavant dans une équipe que l'on peut considérer comme étant moins forte que celle d'aujourd'hui. Ok, alors oui, Chris, une réaction rapide? Oui, très rapidement, parce que visiblement, il y a un sujet de La Fuente qui s'est créé, là, qui s'est intercalé dans notre plan magnifique que vous pouvez suivre ce soir. Moi, je pense que De La Fuente est un joueur très intéressant. D'ailleurs, moi, j'en vois rarement des joueurs comme ça en Ligue 1, avec des profils de vrais dribbleurs, très rapides, comme cela. Moi, j'aime beaucoup en fait ce joueur. Je pense simplement qu'il va falloir qu'il se muscle un peu, qu'il fasse pas mal d'exercices, notamment avec tout ce qui concerne la haute intensité, où tu vois que des fois, il a un peu de mal à suivre certaines actions. Mais en termes de potentiel, moi, je le trouve vraiment très intéressant parce qu'encore une fois, c'est un genre de profil de joueur qu'on n'a pas beaucoup en Ligue 1. Oui, assez rare, oui. Bah ouais, moi, honnêtement, quel joueur il vous rappelle, en fait, vous, tiens? Tiens, Titi, est-ce que Conrad te rappelle un joueur? Non, pas spécialement. Pour l'instant, je le trouve encore assez jeune encore déjà par son âge et déjà aussi par son jeu. Beaucoup de manque d'expérience puisque quand on l'a récupéré, c'est un pari de la direction olympienne puisqu'il avait fait que deux bouts de match avec la première au Barça. Sinon, il était titulaire avec la réserve de Barcelone. Mais non, je pense qu'il faut le laisser grandir. Il faut pas être trop Trop pressé. Trop pressé, voilà, trop Ouais. pressé avec ces jeunes joueurs, que ce soit De La Fuente, que ce soit Dieng. On a tout le temps de les voir grandir encore. On a besoin de les laisser grandir surtout. C'est quelque chose qui est souvent compliqué à l'Olympique de Marseille. Exactement, il faut les faire jouer, il faut les laisser grandir, c'est tout. D'accord. Alors, petite réaction de Raph qui vous sollicitait la parole. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Titi. Je trouve que maintenant aussi, même dans le foot, dans un foot où tout va plus vite à chaque fois, je trouve on est tous à la recherche de la pépite à 18-19 ans. Il ne faut pas oublier que les carrières, elles vont souvent à 35 ans, jusqu'à 35 ans. Donc, ils sont au début de leur carrière. De La Fuente, c'est sa première vraie grosse saison qu'il est en train de faire. Il est en train d'accumuler de l'expérience. Moi, il me fait penser, alors à son niveau, hein, bien sûr, à Vinicius Junior au Real. Voilà, c'est ça. Qui le mec a le feu dans les pieds. Et puis, quand il arrivait en face des buts, il driblait à la Ronaldinho, il arrivait devant les buts, c'était devenu Coglou. Tu sais pas ce qui s'était passé, il était passé dans un portail, etc. Et du coup, moi, je me dis, voilà, et on sent qu'il a du potentiel, puisque le début de saison est quand même assez bon. Il fait plein de passes D, je ne sais plus combien, 3 ou 4. Donc, voilà, il faut lui laisser le temps de mûrir. C'est comme le bon vin. Le truc vient après, avec le temps. Justement, Titi a lancé ce sujet de laisser le temps de mûrir certains joueurs. Balerdi, Titi, pour toi, c'est un joueur aussi qu'on doit le laisser travailler. Il a un potentiel. Quel est ton point de vue sur ce sujet? Je pense que je vais être à l'inverse de beaucoup de supporters parce que j'aime beaucoup ce joueur et que je trouve que pour moi, il a largement sa place de titulaire au milieu du trident défensif. C'est un des plus forts, même, voire des cadres qu'on a avec Saliba. Oui. Mais Balerdi est très, très fort. Alors, il faut rappeler que c'était une réelle volonté de Pablo Longoria de l'engager à l'époque. Ouais. Il est vraiment, et puis après, pour revenir par rapport à hier soir, par rapport à cette fameuse… non, pas au turnover, c'est cette fameuse action de la 91e minute sur le ballon qui vient sur sa main après avoir touché sa cuisse. L'arbitre a eu tout à fait raison de ne pas siffler pénalty puisque dans le règlement, si le ballon touche une partie
autre que le bras avant de toucher la main, il n'y a pas main. Donc l'arbitre a respecté le règlement, donc il n'y a pas pénalty. Oui, puis de toute façon, règle numéro 1, l'arbitre a toujours raison. Règle numéro 2, si l'arbitre a tort, se référer à la règle numéro 1. C'est ce qu'on dit généralement. Ça marche bien dans ces cas-là. Allez, Raph, une dernière réaction pour Ouais, clore le non, sujet. c'est pour réagir vite fait au truc de Titi. Tu peux, en fait, c'est un des gros problèmes de ce règlement, c'est que normalement, il n'y a pas pénalty avec ce règlement, c'est sûr. Mais tu as des arbitres qui peuvent le siffler. Je prends ce qu'on pourrait appeler la jurisprudence PSG Angers, où le joueur, Cardi fait une tête et le ballon peut partir par limite à l'inverse, enfin à l'opposé du but, un truc que seul Icardi arrive à faire. Et le joueur angevin touche le ballon de la main et alors qu'il est à 10 cm et l'arbitre a sifflé penalty. Donc c'est pour ça que j'estime qu'on n'a pas forcément raison de critiquer l'arbitrage hier soir. Je suis d'accord avec toi, Raphaël, mais tu peux remarquer que depuis ce match-là de PSG Angers, il y a eu comme un peu un mea culpa de la DNA, la Direction nationale de l'arbitrage, qui a eu une réunion un peu, je pense, la semaine dernière, et qu'on fait un peu leur mea culpa entre eux en disant qu'ils s'étaient trompés sur le penalty du PSG, en disant qu'il n'y avait pas penalty. Et depuis ce match-là, je trouve, en regardant un peu tous les matchs comme ça sur les dernières journées qu'il y a eu, il n'y a pas eu spécialement de gros litiges de sifflets par les arbitres. On l'a vu dimanche soir parce que c'est vrai que, comme tu dis, il est possible que il y a peut-être 2-3 journées en arrière, le penalty de la main de Balerdi aurait été sifflé par l'arbitre avec la sanction du penalty. Je suis complètement d'accord avec toi. Ouais. Allez, Richard. Alors, moi, je voudrais rebondir par rapport à cette histoire de penalty parce que, en fait, dans l'histoire, quand on mène 1-0, on n'arrive pas à enclencher les actions pour mettre voire un deuxième but, voire un troisième. Et toute l'histoire, elle est là. C'est-à-dire que si jamais on a un arbitre qui est foncièrement contre l'OM, il peut très bien siffler le penalty et personne ne va rien dire. C'est toujours pareil. Et la VAR peut très bien valider, comme elle peut ne pas valider, comme elle peut valider que le penalty est là, on se retrouve à 1-1. Donc moi, ce qui m'embête plus dans l'histoire, c'est que dans ce match-là, on subit trop. Mais on subit pas trop. Le match. Oui. Mais on subit trop, pas contre une équipe comme Nice, Rennes, voire Paris Saint-Germain ou quoi. On subit contre une équipe qui est dite moins forte. Donc, il y a un problème. dite de deuxième zone, quoi. Donc voilà, c'est aujourd'hui quand même très embêtant de voir l'OM subir après 1-0 comme ça et de ne pas mettre ce deuxième et ce troisième but, chose qu'on devrait faire haut la main. Donc alors, voilà, oui, tout le sujet du penalty tourne autour de cette histoire en réalité. On aurait dû tuer le match, effectivement. Alors, oui. On va parler du buteur d'hier soir, Under. Est-ce que l'un d'entre vous a vu son interview sur Téléfoot, messieurs? Est-ce que l'un d'entre vous... Oui, je l'ai vu. Tu l'as vu, alors Titi, on va commencer avec toi. Alors, je ne sais pas si tu as remarqué ce qu'il a dit. Il parle de tactique avec Jorge Sampaoli. Donc, il dit qu'il déclare à ses amis turcs qui lui redemandent dans quel dispositif il utilise dans le match. Il leur répond « laisse tomber ». Alors, qu'est-ce que ça t'inspire, toi, Titi, ce genre de phrase? Est-ce que ça t'inquiète en disant peut-être que potentiellement les joueurs ne savent pas réellement où ils doivent jouer sur le terrain? Ou alors… Non, je pense que c'est une bonne com d'Under en bottant en touche la question du journaliste de Téléfoot. Les joueurs savent très bien la tactique employée ils connaissent la tactique employée par Jorge Sampaoli et que je pense qu'ils le gardent pour eux et qu'ils ne veulent pas dévoiler réellement la tactique employée par l'entraîneur de l'OM. Mais après, de toute manière, depuis le début du championnat, la tactique de l'OM, on la connaît. Hein, on joue en 3-5-2 avec des postes hybrides au milieu de terrain avec les pistons. Donc, c'est plus une surprise pour personne, quoi. Donc, je ne vois pas pourquoi les journalistes continuent à être choqués, à dire il n'y a pas de tactique, c'est un peu le bazar. Les joueurs ils sont mis à des postes, ils ne jouent pas à leur vrai poste. Donc,
je pense que c'est de la mauvaise foi des journalistes, ça. La mauvaise foi et un peu un coup de com' de Under qui a voulu faire un peu une sorte de buzz. Alors, j'ai souvenir, Raph, d'une émission la saison dernière où tu disais que les joueurs, je pense que c'était quand Nasser Larguet entraînait l'équipe, que les joueurs ne savaient même plus, devaient s'autogérer eux-mêmes, qu'ils ne savaient plus vraiment quelle était la tactique, etc. Pour toi, aujourd'hui, on est clairement, comme disait Titi, à des joueurs qui connaissent la tactique de Sampaoli, qui savent vraiment ce qu'est leur rôle et les attentes du coach. Mais clairement, parce que je vais citer un truc, alors je ne me souviens plus exactement de la stat exacte. En parlant des systèmes de jeu, dans un match de Première Ligue que Chelsea, il me semble, a gagné 3 ou 4-0, Tourelle avait utilisé pas moins de 7 dispositifs différents. Et en utilisant cette stat, tu peux très bien montrer que finalement, eh ben, les clubs qui s'en sortent le mieux, c'est ceux qui sont capables de varier les dispositifs et du coup de s'adapter en fait au moment du match de façon à si tu dois contrôler le jeu ou si voilà, l'équipe adverse, tu sens qu'elle presse plus, et du coup faire descendre un de tes joueurs pour passer dans une défense à 5 ou être dans une défense à 4. Et du coup, je trouve que ce système, on est tous en train d'essayer de le réduire à un système. Voilà, comment est-ce qu'on joue en se disant, on va, suivant comment on démarre, ça va être que ça pendant tout le match. Et je trouve que Sampaoli fait un truc très intéressant. Il est en train de créer une sorte de système un peu hybride, capable de s'adapter à toutes les situations. Et ça, franchement, ça me plaît pas mal. Et puis voilà, Wunder, il fait cette déclin qui fait un peu le tour, mais le tour des réseaux sociaux. Mais je pense qu'il n'y a pas de vrai intérêt. Voilà, c'était comme dit Titi, il a botté en touche. Et puis, je pense qu'il a voulu faire une petite touche d'humour. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Franchement, moi, ça ne m'inquiète pas du tout. Et toi, Titi, le jeu proposé par l'OM te plaît pour le moment? Je vais être pragmatique un peu comme Sampaoli l'est. Il faut savoir courber les chines quand tu ne peux pas développer le meilleur jeu possible avec les 11 que tu alignes sur la pelouse. Donc en ce moment, c'est compliqué puisque depuis qu'on joue la Ligue Europa, il y a un peu plus de fatigue dans l'effectif. Donc avec la répétition des matchs, ça tire. Donc tu sais que dans ton effectif, tu as 12, 13 vrais joueurs qui peuvent tourner sans problème, sans perdre le niveau du 11. Et après, quand tu commences à faire tourner réellement 4-5 postes par match comme il le fait là actuellement, c'est sûr que tu perds un peu de ton niveau et que tu courbes les chines à des moments. Et puis que ça fait un peu comme le match hier. On a eu une bonne première mi-temps et puis la reprise de la deuxième mi-temps a été plus compliquée. Le trou physique, on l'a eu en deuxième mi-temps, alors que tu vois, sur le match de Nice, le trou physique, on l'a eu pendant les 25 premières minutes. C'est aléatoire, faut savoir s'adapter, c'est que de la gestion d'effectifs. Ok, allez Richard, tu voulais réagir également sur la question. Titi, tu vas m'excuser de te contredire, mais je ne peux pas être d'accord avec ça. On est encore, ce sont des professionnels, on n'est même pas à la moitié du championnat. D'accord, ils jouent une Coupe d'Europe, ils jouent une Ligue Europa. Si déjà contre des équipes comme Clermont, tu es fatigué, tu as mal aux reins, il faut que tu te reposes. Non, s'il vous plaît, ça va être fatigant. Oui. Il faut que les mecs ils soient performants toute l'année. Et pour être performant toute l'année, il faut bien s'entraîner, il ne faut pas sortir en boîte, il faut avoir une hygiène de vie, comme Ronaldo, comme les meilleurs, c'est tout. Alors Richard, justement, tu parles un peu, tu dis qu'on est un petit peu au milieu de la saison, on est au tiers de la saison, j'ai envie de te dire, quasiment le premier tiers de la saison qui a été écoulé. L'OM a joué dans ses matchs allés la majorité des gros matchs. On attend encore l'Olympico qui va être un gros match, un gros rendez-vous. Par rapport à tous les changements qu'il y a eu cet été, il y a quand même un gros mercato, autant dans le sens des arrivées que dans le sens des départs. Est-ce que non, mais ça, on ne le dit pas. On ne le dit pas. C'est des éléments à prendre en considération. Sauf que faut pas me parler de fatigue. Parce que quand j'entends parler de fatigue, ça me fatigue. Alors, est-ce que
Richard, alors vu que tu as la parole, je te la laisse. Est-ce que tu es satisfait pour le moment, compte tenu du gros mercato qu'il y a eu, est-ce que toi, tu es satisfait pour le moment que l'OM soit troisième à ce moment-là, en ayant joué des gros matchs? Alors, oui, je suis satisfait, mais on reste sur plusieurs matchs nuls. Sur les matchs clés, on a battu Lorient et on a battu Clermont sur les 6 derniers matchs. Après les autres matchs, des matchs clés où on pourrait taper un grand coup, ben, là, on n'a pas gagné. Alors, Paris Saint-Germain, bon, j'acquiesce le match nul, même si je marronne un peu parce qu'on aurait pu faire mieux. Mais après les autres matchs qu'il y a eu, on n'a pas gagné. On a gagné encore, en fait, sur les 6 ou 7 derniers matchs, très peu de matchs. Moi, je Tu suis. parles des grosses Alors, équipes, imagine, on est on a troisième gagné à comme ça. Monaco. Imagine ce que ça aurait été si on avait gagné. Tu vois? Alors, Flo, ton point de vue. Ton point de vue. Tu dis que Monaco, c'est une grosse équipe. En attendant, Monaco, ils sont 10e au championnat. Donc, Ouais, mais c'était voilà. l'année dernière, ils finissent 3e. Non, mais après Monaco, Oui. on sait que c'est une équipe qui peut remonter rapidement au classement. C'est vrai. Mais au moment où on les affronte, ils n'étaient pas super en forme. Ils étaient au fond du trou. Quand on les a affrontés, ils étaient néants. Ah, ils font que Donc, de la à ce moment-là, tu ne peux pas dire que c'est une grosse équipe. Maintenant, Richard, j'entends ce que tu dis, que les seules victoires, c'est contre Lorient, c'est contre Clermont. Mais on peut avoir des regrets, notamment le match du Paris Saint-Germain. On peut avoir un regret sur le match de Moscou. Mais honnêtement, on a changé la moitié de l'effectif. La moitié est partie libre. On a pris notre moitié. On se retrouve à 3e du championnat. Justement, vous dites, on a fait le tiers. On a fait le tiers du championnat. Ils ont eu le temps de se mettre en cohésion quand même avec les travaux de Sampaoli. Alors, on dit pas le contraire. ce travail. Où est ce travail de Sampaoli qui nous fait une équipe qui est en cohésion? Allez, tu peux me répondre à cette question peut-être? Ben, tu la vois, la cohésion sur le terrain. Si à chaque fois, tu changes de 11. Avec des matchs nuls. Mais oui, mais les matchs nuls, tu affrontes la Lazio, tu fais un nul, franchement, en faisant un bon match. Mais on ne parle pas de la Lazio, on ne parle pas de ces gros matchs, on ne parle pas du Paris Saint-Germain. On parle des matchs que tu aurais dû gagner. Oui, mais c'est des matchs. Mais de toute façon, Richard, au début de la saison, on savait qu'avec le système de Sampaoli, on allait être frustré à certains moments. Le match de Bordeaux, on a été frustré, on se fait rejoindre à la deuxième mi-temps alors qu'on a été mauvais. Mais ça ne devrait pas. C'est ça que je dénonce. C'est ça que je te dis. Le problème, c'est que tu fais tellement d'efforts physiques dans tout le match qu'à un moment, tu as bien un moment où physiquement, tu es dans le trou. Et comme le disait Titi, face à Nice, c'était à la 25e minute. Face à Clermont, c'était en deuxième période. À ce moment-là, tu leur trouves toujours une excuse. Pas une excuse. Moi, je ne veux pas être comme ces journalistes qui critiquent par plaisir de critiquer. Et on est d'accord, Richard, on n'est pas dans ce registre-là. On est dans un registre de vouloir nous voir gagner. Voilà, hier contre Clermont, que tu dois gagner plus largement. Bon, tu gagnes 1-0, donc il y a quand même une satisfaction. Après, on s'en fout comment on a gagné. Mais il faut que cette équipe arrive à trouver le mental et l'effort qu'elle avait en début de saison quand elle était un poison pour l'adversaire. C'est-à-dire que l'adversaire n'arrivait pas à les faire marron. On est toujours un poison, sauf que maintenant les équipes s'adaptent à nous, c'est tout. Alors, messieurs, on a la chance d'avoir Titi qui est avec nous. On va quand même lui demander son avis. Il a eu, lui, la chance d'accueillir toutes ces nouvelles recrues cet été. Je suis désolé, Titi. Non, mais c'est pas grave, Richard. Il a eu la chance d'accueillir toutes ces recrues à Marseille. Il le sait, comme tout le monde. Il y a eu beaucoup de changements. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es satisfait de voir l'OM 3e du championnat, sachant qu'on a joué beaucoup de gros déjà, qu'il nous reste que Lyon à jouer sur les matchs allés? Alors, bien sûr, oui. Ma réponse est oui, je suis satisfait du classement de l'OM au bout d'un tiers du championnat, puisque, comme vous disiez, là, on a changé pratiquement 80% d'effectifs de l'OM à l'intersaison. Il a fallu réinventer plusieurs systèmes de jeu parce que le fait que Sampaoli soit arrivé au mois de, si je ne me trompe pas, au mois de mars l'année dernière, mars cette année, hein, je crois. Donc, ouais. sur les 10 dernières journées, il les a laissés tranquilles. Il savait très bien qu'il y avait pratiquement tous les 3/4 de l'effectif qui allait partir. Donc, il n'a pas voulu les embêter avec sa tactique, le pressing qu'il voulait mettre en place pour la saison prochaine. Donc, on a fini le championnat, on s'est quand même qualifié pour la Ligue Europa. Mais je trouve quand même que par rapport au début de saison, je trouve qu'on a
beaucoup plus de certitude dans notre jeu qu'au début de saison, puisque pour moi, même si, comme disait Richard, on a fait un nul contre Paris, mais il faut retrouver, il faut creuser assez loin, remonter quelques années en arrière pour retrouver avoir autant de certitude dans le jeu contre Paris. Certes, on pouvait le gagner, mais certes, on aurait pu le perdre aussi, puisque si on partait à l'abordage suite au carton rouge d'Hakimi, ben, on aurait très bien pu se faire contrer et prendre un but et perdre le match. Donc, même à 10, hein. Même à 10 contre 11, c'est ça. Donc, pour moi, je pense qu'on a quand même beaucoup plus de certitude dans le jeu qu'on propose là aujourd'hui, puisque ce match-là, même celui d'hier, je pense que la saison dernière, on le perdait. Il est fort probable qu'on le perdait, le match de Clermont, même si ça aurait été une autre équipe, puisque Clermont n'était pas en Ligue 1. Mais il y a quand même beaucoup plus de… On a retrouvé une solidité défensive, on a un nouveau gardien. Certes, il manque encore quelques retouches dans l'effectif, puisque je trouve quand même que pour jouer la Ligue Europa et le championnat, il manque encore facilement 2-3 joueurs dans l'effectif pour pouvoir faire une rotation normale sur certains matchs et avoir toujours le même niveau, puisque c'est surtout ça le plus important, parce qu'on on le voit bien, parce que quand, par exemple, quand on fait rentrer Amavi, Alvaro, c'est toujours plus compliqué, puisqu'on perd du qualitatif et un certain niveau de joueur par rapport aux titulaires habituels. Donc, il faut faire le dos rond et puis prendre des points quand on peut les prendre. Voilà. Et oublions pas, on va mettre les choses dans le contexte, hein, oublions pas qu'on n'avait pas non plus des moyens faramineux en début de saison, que Longoria a quand même réussi à faire des miracles avec le peu de moyens qu'il avait. Alors oui, Raph, je sais que tu veux t'exprimer. Oui, je voulais réagir à tout ce qui a été dit avant, sur notamment le fait qu'on ne puisse pas bien jouer en ce moment. Moi, j'ai relevé 4 points. C'est que déjà, un truc qu'on a tendance à oublier, c'est que en étant l'OM, quand tu joues un déplacement, tu joues forcément contre une équipe qui va être à son top et qui va être motivée comme jamais. Donc ça, c'est déjà le premier point, il faut le prendre en compte. Et puis, c'était un psychologue, alors je ne me souviens plus le nom, spécialisé dans la psychologie sportive, en disant qu'en fait, la moitié sur des performances comme ça, sur un match, la moitié du boulot, c'est la technique et l'autre moitié, c'est la motivation. Donc ça joue un grand rôle dans les gros matchs que font les équipes adverses contre l'OM. Et là où ça peut être compliqué du coup pour l'OM de faire des gros matchs, notamment face à Clermont. Ensuite, il faut aussi se rappeler d'un truc, c'est qu'on joue quand même tous les 3 jours depuis un mois. Et du coup, en fait, tout ce qui se passe en match, Sampaoli et puis ses équipes, ils n'ont pas le temps de faire une analyse complète de tout ce qui s'est passé pendant la semaine, de faire des séances vidéo bien ciblées sur tous les points et du coup de pouvoir les travailler. Parce que généralement, quand tu joues tous les 3 jours, tu as un jour, le lendemain, c'est celui de la récup. Après, tu as un petit entraînement un peu léger. Et puis après, tu as aussi le déplacement, tout ça pour aller jouer le match. Donc, tu n'as pas le temps vraiment de travailler, d'affiner ta technique. Et en fait, voilà, on a plusieurs trucs. Quand on a toute l'équipe qui est dispo, quand on a 2 semaines pour travailler pendant les sélections nationales, il y en a 7 ou 8 qui ne sont pas là parce qu'ils bossent. Parce qu'ils sont en sélection nationale. Donc, voilà, c'est compliqué. Puis souvent, c'est nos top joueurs. C'est Saliba, c'est Guendouzi, ça va être Gerson, tout ça. Et du coup, aussi, ce qui vient avec, c'est toutes les blessures. Milik, Paul Lopez au début, Amavi aussi. Ces 3 joueurs-là, je trouve que même si Paul Lopez, le poste de gardien, il est plus facile pour s'adapter. Je trouve qu'en fait, on a du mal dans la tactique avec eux. Pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas pu faire la pré-saison avec eux. Et du coup, l'équipe qui est derrière n'a pas appris à jouer avec eux. Pourquoi ça a bien marché au début? Parce qu'on jouait qu'un match par semaine. Parce que du coup, les joueurs se connaissaient très bien et savaient comment jouer avec tel. Ils avaient commencé à créer des automatismes. Et que du coup, on pouvait travailler un petit peu chaque semaine, comment améliorer les automatismes, les transitions, tout ça. Et là, Milik est arrivé dans une période où on a joué beaucoup de matchs. Du coup, lui joue comme lui joue. Mais les joueurs qui sont derrière avaient l'habitude de Dieng qui prenait beaucoup plus la profondeur, tout ça. Et donc, on doit s'adapter. Ça va prendre un peu de temps. C'est pour ça que moi, j'ai envie d'être patient. Voilà,
on a quand même bien reconstruit l'effectif. Et contrairement à ce que font d'autres clubs où ils prennent un entraîneur pour avoir des résultats tout de suite, puis on voit que cette technique, ça marche de moins en moins. Je vois par exemple Nuno Espirito Santo, qui n'est plus l'entraîneur de Tottenham. Il y a plein d'autres entraîneurs comme ça qui sont sur la sellette. Pourquoi? Parce qu'ils viennent pour avoir des résultats, alors que Sampaoli, il essaye d'amener un fond de jeu. Et c'est ce qu'il fait avec Longoria. Et ça ne peut pas arriver d'un coup. Ils essayent de créer une vraie mentalité, un vrai style de jeu marseillais qu'on n'avait pas encore. Et du coup, voilà, l'identité, c'est le mot que je cherchais. Et du coup, de créer cette identité, ça ne se fera pas. C'est comme Rome. Rome ne s'est pas fait en un jour. Et ben voilà, ce sera pareil. Le système Sampaoli ne se fera pas en un jour. Mais bon, on espère que ce sera le plus vite possible. C'est magnifique. Alors, messieurs, on va refermer la page Ligue 1. On va ouvrir la page Europa League. Chris, l'OM a fait 3 matchs nuls sur ces 3 premières journées d'Europa League. Un but marqué, un but encaissé. C'est un bilan à la fois satisfaisant, à la fois peut-être peu satisfaisant, selon comment on se positionne. Ça va quand même être un match très, très important et capital contre la Lazio, si on veut continuer dans cette compétition. Est-ce que tu penses qu'on peut parler d'un match tournant? Ça peut être un match tournant dans la saison, surtout si on le gagne, tant en Ligue Europa que pour la suite en championnat. Oui, ça pourrait être important. Il est important ce match-là. Moi, je continue de penser que 3 points, le problème, c'est comme si on avait gagné que la Lazio et qu'on avait perdu contre Galatasaray et qu'on avait perdu aussi contre la Lazio. On aurait dû gagner, excusez-moi, on aurait dû gagner contre le Lokomotiv, excusez-moi. Je continue de penser que ce match-là, c'est celui qu'on n'aurait jamais dû faire. Dans tous les nuls, c'est celui qu'on aurait dû vraiment gagner. Quelqu'un, on aurait dû être à 5 points, en fait. Voilà. Pour moi, c'est ça mon plus gros regret. Finalement, c'est vraiment ce match d'ouverture. Et maintenant, voilà, on court. On court après le classement. Parce que je rappelle quand même que l'idéal, si on veut continuer dans cette compétition, c'est comme d'être premier, parce que si on est deuxième, là on est mal, parce qu'on se retrouve à se taper le troisième de Champions League. Puis alors si on est troisième, en plus on va dans le truc, l'Européra, l'Opéra, n'importe quoi, l'Européra Conference League. Donc oui, le match de la Lazio, il est essentiel. Moi j'ai quand même de grosses attentes, parce que j'ai bien aimé le match qu'on a fait là-bas. Donc je me dis à domicile, on a quand même peut-être nos chances de faire quelque chose. Ok. Titi, pour toi, c'est un match que tu attends, un match qui peut être très important pour la suite de la saison de l'OM? C'est un peu la finale du groupe en Europa League, là, jeudi soir contre la Lazio. Donc, en espérant une victoire, puisque la prestation qu'on a faite chez eux la semaine d'avant, il y a eu quand même beaucoup de promesses sur le terrain, donc une certaine aisance aussi dans le jeu en première mi-temps. On aurait dû ouvrir le score en première mi-temps à la Lazio, et puis en deuxième mi-temps, on a un peu plus subi, mais c'est vrai que c'est important de gagner jeudi soir. Mais après, si on n'y arrive pas, c'est tout. C'est pas grave, puisqu'en ce moment, la Lazio sont en train de bien revenir, que ce soit en championnat ou en Europa League. Donc, ils ont quand même un effectif conséquent aussi, donc avec beaucoup de bons joueurs. Donc, ça va être une vraie finale jeudi soir au Vélodrome. Donc, je pense qu'en plus, avec l'appui des supporters, je pense qu'on est capable de renverser la Lazio au Vélodrome. Tu seras au stade, bien sûr. Bien sûr, je serai au stade jeudi soir. Ouais. Alors, Flo, pour toi, c'est une finale également, ce match contre la Lazio? Une finale, effectivement, oui. Après que ce soit le tournant de la saison, de l'Europa League, c'est sûr. Le tournant de la saison entière, je pense pas, parce que chaque match sera le tournant de la saison. Enfin, si on prend à chaque fois le tournant de la saison, c'est tel match, c'est tel match, c'est tel match, on en aura tellement de tournants de la saison. Donc voilà, mais peut-être que oui, ce que dit Titi, il a raison, c'est que au vu du match qu'on a fait là-bas, au match aller, au vu des matchs précédents, ou que même si on n'arrivait pas à jouer, on arrive à contenir défensivement, on peut faire un truc à domicile, surtout avec l'appui des supporters qui peuvent nous donner un peu plus de motivation, quoi. Et puis bon, une Europa League, on connaît la ferveur pour les coupes européennes de toute façon.
Puis dans tous les cas, on finit troisième, on finira troisième, et puis on ira gagner l'Européa Conference League, ou je sais pas comment c'est son nom là, mais on ira la gagner, c'est pas grave, à jamais les promus. Richard, on sait la ferveur, comme disait Flo, de l'Europa League. On aime l'Europa League aussi à Marseille. Hein. On a fait plusieurs finales. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour gagner ce fameux match qu'on doit gagner contre la Lazio, qu'on a besoin de gagner, qui pourrait nous relancer? Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui nous manque et qu'est-ce qu'on a besoin pour gagner ce match jeudi soir? Il va falloir mettre du rythme, il va falloir créer des décalages et il va falloir engager des actions dangereuses. C'est pas plus difficile que ça. Maintenant, tout part de la défense, c'est toujours pareil. La Lazio, ils vont pas venir pour sucer leur pouce chez nous. Donc tu peux très bien perdre si tu fais pas attention à ta défense. Et voilà, je pense qu'il faut essayer de jouer, comme j'avais dit à l'aller, encore une fois en contre, et essayer de leur donner l'impression de dominer, et puis de leur mettre la mouletta au moment venu, avec la rapidité de Dieng, notamment devant, à côté de Milik, que j'aimerais bien voir toujours pareil, que vous connaissez mon idée. Avec un Payet en grande forme, ben, il y a des chances de pouvoir réaliser quelque chose, avec Under aussi qui peut nous faire parfois du grand spectacle et des choses auxquelles on ne s'attend pas. Voilà, et moi, je pense qu'il y a la place. Après, c'est tout dépend de l'état d'esprit des joueurs quand ils vont rentrer sur le terrain. Il faut qu'ils aient envie de les manger, c'est tout. Et c'est toujours la même histoire. Ok. Oui, Chris? Oui, juste pour parler un petit peu tactique, moi, je pense que la solution va surtout se jouer au milieu de terrain, particulièrement dans la vitesse d'exécution qu'on aura avec entre nos milieux de terrain. On sait que la Lazio, en fait, leur gros point faible, c'est entre les lignes. Elles ont beaucoup de mal, en fait, vraiment à. Vous savez, il y a toujours une ligne d'attaque, ligne milieu, ligne de défense qui sont censées communiquer entre elles. Nous, on commence à avoir d'ailleurs pas mal un jeu assez bien léché, d'ailleurs, justement, à ce niveau-là, notre défaut venant surtout au niveau de l'efficacité offensive. Et justement, c'est intéressant parce que je pense que si on pousse bien sur cet aspect-là des choses, et ben en fait, c'est ça qui pourra nous donner l'opportunité, je pense, de l'emporter, parce que vraiment, on est là sur un vrai défaut actuel de la Lazio. Ok. Raph, ton point de vue tactique, on sait que tu aimes bien nous le partager souvent. Écoute, moi, j'ai pas eu le temps énormément de travailler sur la Lazio, de voir comment ils jouaient, mais j'ai vu 2-3 résumés. Et la Lazio, c'est un peu comme Payet ces dernières années. C'est un jour avec et puis un jour sans. Et si tu as du bol, tu tombes sur un jour sans, parce qu'un jour sans à la Lazio, c'est pas ils perdent 1 ou 2-0. Ils peuvent perdre 3-0 face à Bologne. L'autre fois, je crois qu'ils en avaient pris 4 face à l'Hellas Vérone, je crois que il y en avait eu 4 du fils de Diego Simeone. Simeone, ouais. Ouais, il en avait mis 4. Donc, moi, je me dis, franchement, avec les supporters qui poussent, tout ça, si, comme dit Chris, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il dit sur le milieu de terrain. Si tu contrôles cette zone, tu seras bon et tu as moyen de faire flancher la Lazio sévère. Après, il ne va pas falloir y aller avec ce complexe d'infériorité. J'avais fait un truc sur Twitch, sur le réseau olympien. On avait eu un gars de la Lazio. La Lazio, ils sont quand même très confiants. Et je trouve que ça, faut qu'on les renvoie sur terre. Il faut les faire redescendre un petit peu. Donc, voilà, moi j'ai envie qu'on gagne. Je pense qu'on a les capacités de gagner, puisqu'on a quand même un très bel effectif. Malheureusement, le virage nord sera fermé, tout ça, mais bon, voilà. Donc, c'est un peu le seul point négatif que je pourrais voir dans cette soirée. Mais sinon, enfin, moi je suis assez confiant quand même. Titi, on a dit tout à l'heure qu'on avait fait un turnover quand même assez important sur le match contre Clermont. Il va y avoir du sang frais, entre guillemets, sur ce match contre la Lazio. Ça peut peut-être nous aider aussi à nous surpasser et à remporter ce match. Oui, non, mais on va retrouver le 11. Je pense qu'on va retrouver le 11 titulaire du match aller de la Lazio, hein, avec le retour de Rongier, Milik, Payet titulaire, avec pareil après avec Guendouzi, Camara, Rongier au milieu de terrain, et puis les 3 de derrière, hein, et puis après Lirola peut-être aussi en piston sur le côté droit, et puis il peut mettre aussi plus Under sur le côté gauche, puisque
je pense qu'il a peut-être plus de certitude avec Under à gauche qu'avec De La Fuente ou Dieng. Donc, on va voir ce que va décider Sampaoli, mais il est possible qu'il remette un peu pareil qu'à la Roma, enfin qu'à Rome contre la Lazio avec Under à gauche et puis Lirola à droite en piston et Rongier en milieu hybride qui fasse un peu la couverture sur le poste de latéral droit et milieu de terrain, quoi, et de l'autre côté avec Guendouzi qui fait la même chose. J'ai une question d'ailleurs, juste à toi, on va profiter comme de t'avoir. Toi qui, voilà, parce que l'année dernière, quand on avait déjà parlé, tu avais fait un petit peu un point sur les joueurs qui étaient plutôt sympas, d'autres qui l'étaient moins. On a eu Payet, c'était pas trop ton truc. Au contraire de Luis Gustavo, où tu avais vraiment formé une vraie complicité avec lui. Là, avec les nouvelles recrues, est-ce qu'il y en a une déjà où tu sens que tu as un bon feeling déjà, un peu plus que les autres? Avec Saliba, avec Perez. J'espère que ta cote, elle va passer un jour quand même. Hein. Ben, en tout cas, il est impatient de la faire passer. Donc, sinon, Guendouzi, Under, c'est vraiment des bons mecs. Hein. Ah, vraiment? Ah, chouette. Ah ouais, c'est vraiment des bons mecs, quoi. Ah, c'est intéressant. Merci. Alors, on va finir sur un petit pronostic chacun. Vous avez un petit tour de table sur ce match OM Lazio de Rome. Raph, ton prono? 2-0. 2-0, c'est dit. Ok, Flo. J'ai envie de penser que la Lazio est dans un jour sans et donc 3-0. 3-0, rien que ça. Chris. Ouais, la FC enflammade, là. Ouais, je vais dire un match un peu plus accroché, je mettrais 2-1 pour l'OM. 2-1. Richard? Moi, je vais faire l'inverse de l'enflammade, je crois. Ça m'embête une fois de vous dire ça encore. Maintenant. Je sais pas, je les vois venir gagner chez nous, c'est malheureux. Hein. J'aimerais bien parce que là, bon, on se dirige vers une qualification. Allez, je vais dire 1-0 pour l'OM, un but fantastique de Bamba. Allez. Ok. Titi, pardon. Allez, je vais dire 2-0 pour l'OM. Avec un doublé de Saliba. Doublé de William Saliba, alors. Voilà. ça serait merveilleux. Une reprise acrobatique. Je vais dire 2-1 pour l'OM. On y croit tous. Allez, Titi, c'était un plaisir de t'avoir parmi nous une fois de plus. Merci de ta venue, en tout cas. Plaisir partagé. Hein. On a pris encore beaucoup de plaisir à t'avoir. La saison est encore longue, comme je l'ai dit souvent. Bien sûr. J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir. Et Titi, si tu veux emmener un joueur de l'OM avec toi dans notre talk, tu te gênes pas. Hein. Ah oui, c'est vrai qu'on ne peut pas. C'est hyper compliqué. Tu peux pas. Il faut passer par le service com et le service com, à chaque fois, elle te refoule. Quoi. Si tu nous amènes quelqu'un de connu, je crois qu'il y a quelqu'un qui est pas mal connu qui s'appelle Longoria, l'OM. Bon, on est d'accord aussi. Non, je rigole. En tout cas, on a beaucoup de plaisir à te regarder sur c'est gentil, que tu fais aujourd'hui, que ce soit sur le Maritima, BFM Marseille. Tu as ta cote de popularité. C'est un plaisir de te recevoir, Titi. Ta cote de popularité est encore montée ce soir, encore avec notre émission. Et c'était un plaisir de t'avoir. Merci à vous tous, les amis, d'avoir préparé cette émission. Merci à vous de nous suivre chaque semaine. Et on se dit à la semaine prochaine. Et allez l'OM, bien sûr, Richard. Allez, ciao, bye bye.